Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais commencer par remercier les organisatrices, puisque comme l'a fait suavement remarquer Vanessa, je suis aujourd'hui unique dans mon genre. Alors, le titre et le programme de cette journée d'études invitent à soumettre à l'hypothèse de biais genrés, tant dans la mouvance trad que dans la démarche ethnographique associée de longue date à cette esthétique musicale. Ce biais, selon la formule de Françoise Héritier, c'est celui de, ouvrez les guillemets, la valence différentielle des sexes, motif supposé d'un traitement déséquilibré, donc inégalitaire, dans le champ de la diffusion au titre du spectacle vivant et dans celui de la recherche, avec un traitement désavantageant les informatrices, sinon les informations qu'elles livrent. Alors pour les chercheurs inscrits comme moi dans le champ disciplinaire de l'histoire, la première réaction face à ce qui apparaît comme un postulat que constitue ce biais, c'est de se demander s'il ne s'agit pas d'un présupposé, autrement dit d'un préjugé. Plus grave encore, ne s'agit-il pas d'un anachronisme, c'est-à-dire l'application inadéquate d'une rationalisation contemporaine à une situation éloignée dans le temps, avec les risques associés de mésinterprétation, voire d'incompréhension. Deuxième réaction, plutôt seconde, l'honnêteté intellectuelle ne commande-t-elle pas, en bon disciple de Descartes, de penser contre soi-même, surtout quand on appartient au genre présumé dominant, le ci-devant sexe fort, donc de chercher ce qui accrédite l'existence du biais. Pour m'en tenir à mon domaine de compétence, c'est-à-dire les histoires croisées de l'ethnomusicologie du domaine français et du revivalisme, la sous-représentation des femmes parmi les informateurs des ethnographies musicales réalisées au XXe siècle est une réalité objective, c'est même une évidence, avec un impact logique sur les publications de toute nature exploitant les résultats des enquêtes. Mais j'ai oublié de lancer ma première diapo. Alors il paraît que ça met un petit peu de temps à émerger. Voilà. Impact logique sur les publications de toute nature qui exploitent les résultats des enquêtes, mais paradoxe, ce n'était pas le cas au XIXe siècle. Et c'est donc un changement à historiciser. Il ne faut pas conclure trop vite à une invisibilisation délibérée, moins encore implacable, qui aurait été imposée par un virilisme omnipotent, inexorablement oppressif et dominateur. À qui se risquerait à soutenir cette thèse? Le démenti est apporté par une galerie de figures féminines, pas forcément hyper nombreuses, mais demeurées très notables, et me semble-t-il, bien plus notables, bien plus ancrées dans la mémoire commune que nombre de héros AUTS masculins de la tradition orale. Quelques noms suffiront pour que beaucoup, dont nombre de personnes ici présentes reconnaissent la profondeur et la persistance des empreintes laissées dans l'ordre d'apparition par, entre autres, Marharit Fulup, Laure Gravier, Maria Girbal, Maria Garbet, Virginie Grenouillet, Maguezide Bouteau, etc. Et bien entendu, Euphrasie Pichon, dont je ne résisterai pas à la tentation de vous parler à la fin de mon intervention. Relevons que pour la plupart, c'était à la fois des conteuses et des chanteuses. Elles ont donc marqué par le verbe et par le chant. Elles furent comme des impératrices de l'oralité, tout simplement pour paraphraser Marie Ndiaye, des femmes puissantes. Leurs voix conjuguées rétablissent donc au minimum l'équilibre par rapport aux sonneurs et autres instrumentistes. Et mon propos va consister à sortir un peu du carcan de la parité comme impératif catégorique ou Graal laborieusement approché et toujours pas atteint, et m'attacher plutôt à la recherche, au repérage et autant que possible à la mise en évidence de là ou des singularités des interactions entre informatrices et enquêteurs, terme que je retiendrai de préférence à celui de collecteur, des deux sexes. Et je vais m'y atteler dans la très longue durée, celle des 19e et 20e siècles, même si je suis conscient que la séquence a été évidemment hétérogène
en termes d'attente et de méthodologie des enquêteurs, ou encore en termes de contexte performantiel. Et pour ce, je vous propose d'examiner successivement 3 modes opératoires identifiés qui ont été ou sont toujours mobilisés par les enquêteurs-enquêtrices pour nouer le pacte ethnographique, je paraphrase ici le pacte autobiographique de Philippe Lejeune. Donc pacte noué avec les personnes instituées, informatrices. Donc ma première séquence où je vais vous parler de l'enquête de terrain, je vais rappeler beaucoup de choses aux personnes ici présentes, et pour éviter du rabâchage, je vais essayer d'aller le plus vite possible. Donc le premier mode opératoire, c'est donc l'enquête. Et l'autre, c'est le lien durable avec une personnalité charismatique. Ce qui est intéressant, c'est que ces 2 modes dominants ont coexisté dès la seconde moitié du XIXe siècle et jusqu'aux années 1970. Il y a donc eu à la fois opposition et articulation d'un modèle dominant, l'enquête de terrain, où la part accordée par les informatrices a tendu à diminuer à partir de l'entre-deux-guerres, avec une approche délibérément moins structurée, moins cadrée et pas du tout programmée, et encore moins programmable, qu'est la rencontre entre l'enquêteur-enquêtrice et une individualité d'exception, plus fréquemment féminine, justifiant le déploiement d'une approche monographique. Et puis, 3e mode, réapparition, à partir des années 1970, de pratiques collectives de chant qui se dégagent de la dialectique enquêteur-informateur, tout en réunissant des représentants des 2 groupes et en s'inscrivant dans la dynamique de l'investigation originelle. Il semble légitime de déceler dans ces pratiques innovantes, sur lesquelles je serais, je pense, obligé de passer assez vite pour ne pas exposer mon temps de parole, de déceler dans ces pratiques innovantes, en tout cas perçues comme telles à leur apparition, le rôle moteur de femme. L'informatrice devient instructrice, non comme donneuse de leçons, mais comme meneuse, et souvent meneuse du champ collectif. Je reviens donc sur le premier mode opératoire, la mission, l'enquête sur le terrain ou le régime de la mission. Alors, le mot est un anachronisme de la terminologie parce que quand on a commencé à faire ces enquêtes sur le terrain, on ne parlait pas de mission, mais c'est un mot qui s'est imposé lorsque l'ethnologie s'est professionnalisée. Ce qui est constant dès le début, dans ce premier mode opératoire, c'est qu'il s'agit d'ethnographie d'urgence. Ces missions sont des razzias, des dragonnades vertueuses pour préserver les vestiges supposés d'une poésie populaire réputée déliquescente. Et cela se déploie de façon réitérée pendant les 5 temps que j'identifie dans le déploiement de ce mode opératoire. Alors c'est cela que je vais essayer de passer vite parce que vous en savez, je pense, autant que moi. Le premier temps, eh bien, il commence avec ce monsieur, en tout cas en France, parce qu'ailleurs ça avait commencé bien avant, mais en France, ça commence avec ce monsieur, Théodore Hersart de la Ville Marquée, et la publication en 1939 de la première édition du Barzaz Baïs, qui a un retentissement considérable. George Sand, notre voisine, a écrit combien elle avait été remuée par la publication, la lecture du Barzaz Baïs. Deuxième temps, Second Empire, jusqu'à la fin du XIXe siècle. Il démarre avec l'enquête Fortoul-Ampère, lancée en 1952, la constitution d'un réseau de correspondants locaux, dûment pourvu de directives, et ça déclenche un mouvement de publication de recueils provinciaux ou régionaux qui reste soutenu jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale. À certains égards, le Barby à Touraine se rattache à ce deuxième temps. C'est un peu la queue de la comète, et il comprend aussi d'énormes collectes indépendantes dont le débouché éditorial du vivant des enquêteurs est très modeste. C'est le cas notamment avec 2 personnages dont vous avez sûrement entendu parler, voire pratiquer les publications de leur vivant ou postérieurs. Je veux parler de Félix Arnaudin, qui était aussi photographe et à qui est due cette extraordinaire photo. Et puis Achille Millien,
un autre quasi voisin. Alors, Achille, merci d'apparaître, dont on le sait, il a fallu attendre la fin du XXe siècle pour voir éditer toutes les normes collectes de contes et de chansons. Troisième temps, c'est les années qui vont de 1900 à la déclaration de la Première Guerre mondiale, et c'est le temps des premières collectes sonores avec Léon Azoulay, François Vallée et Ferdinand Bruno, qui a déjà été mentionné précédemment. Quatrième temps, c'est l'entre-deux-guerres. Et c'est là que les choses évoluent. L'ethnologie se constitue en discipline scientifique, avec la création d'un institut dédié à la Sorbonne. Georges-Henri Rivière et Paul Rivet relancent le musée d'ethnographie du Trocadéro qui avait été fondé en 1878. Et ils vont définir un cadre méthodologique pour l'enquête de terrain. Et ce sont eux qui vont introduire dans le vocabulaire de travail le mot de mission, avec un prototype très connu, auquel d'ailleurs au passage le musée du Quai Branly consacre actuellement une exposition que je vous recommande. Donc le prototype, c'est la fameuse enquête Dakar-Djibouti qui ne veut pas apparaître. J'insiste, voilà. Donc, l'enquête Dakar-Djibouti, qui dure une année pour parcourir d'ouest en est le territoire africain et à laquelle participe un des pionniers de l'ethnomusicologie française qui s'appelle André Scheffner. Ce sont eux, il y avait aussi Michel Léris dans la partie et puis Marcel Griaule qui était le chef de mission. Donc, ce sont ces quatre hommes avec Thérèse Rivière, la sœur de Georges-Henri, qui imposent le terme de mission, terme dont l'emploi est attesté bien au-delà des années 1930. Et évidemment, ce qui frappe tout de suite, c'est que c'est un emprunt au vocabulaire religieux, la référence aux ecclésiastiques qui étaient les missionnaires. Il ne s'agit pas d'évangéliser ni de convertir, mais bien de recueillir, de sauver la parole, la langue, les chants de l'autre radical. Mission, ça sous-entend aussi brièveté, l'opération commando, non réitérée. Et le terme, il est omniprésent dans les rapports d'activité scientifique annuels des deux chercheuses de référence, cofondatrices de l'ethnomusicologie de la France, Claudie Marcel Dubois et Maggie Pichonnet-Andral. Donc Claudie, avant-guerre, à la fin de sa carrière. Maggie, sur le terrain en Provence. Et la photo de droite, elles sont toutes les deux dans une église, la basilique, où elles vont enregistrer une cérémonie magnifique. Et puis, dernière photo que je peux vous montrer, sur le terrain Berrichon, à Barèze, et plus exactement à Montcocu, j'y reviendrai tout à l'heure. Cinquième temps, à partir des années 1950, et surtout des années 70, c'est le début puis l'essor d'une pratique militante et revivaliste de recueil d'air, ce qu'on a appelé le collectage. Là, les motivations ne sont pas du tout les mêmes que celles de tous ceux qui ont précédé. Il s'agit de réhabiliter la culture populaire, de redonner leur fierté aux anciens. Et c'est tout à fait le substrat idéologique des deux photos que vous avez sous les yeux, qui ont été prises en 1972 à Noirmoutier, lors d'une des premières OSTOP, opération de sauvetage de la tradition orale paysanne, menée, imaginée, conduite par André Paché et ses troupes. Donc là, vous voyez des très jeunes gens, hein, ce sont des ados de seconde ou de première, travaillant, enfin donc se réunissant après l'effort et travaillant à l'exploitation des fonds. Et la photo de droite vous montre le tout jeune Christian Paché assis à côté donc de Magosite Bouteau que je vous ai déjà montré tout à l'heure. Donc, émergence du terme de collectage pour désigner une pratique qui est un marqueur quasi identitaire du mouvement trad, mais pendant un temps, collectage et mission coexistent, et puis, après 1990, le terme de collectage supplante et efface celui de mission. Appréhendé dans sa continuité, nonobstant les aggiornamenti terminologiques concernant les acteurs, des folkloristes au tradeux,
Le phénomène des missions sur le terrain délivre un message paradoxal, du moins inattendu. Les femmes sont au moins à parité avec les hommes dans les collectes opérées avant la guerre de 14 et deviennent ensuite très minoritaires. C'est un phénomène qui est perceptible en rassemblant les informations sur l'identité des informateurs et des informatrices disséminées dans les recueils imprimés et dans les archives ethnographiques. Alors c'est souvent elliptique, hein. On est content déjà quand on a le prénom, le nom, la localité de résidence. Ça n'est jamais systématique, c'est donc très lacunaire, mais c'est quand même très révélateur. Remontons à Ersard de la Villemarqué. Sur les 20 chanteurs de la Dame de Nizon, c'est l'appellation pour désigner sa mère, Madame de la Villemarqué, qui a été un peu l'initiatrice de son fils. Donc sur les 20 chanteurs de la Dame de Nizon, 17 sont des femmes, nées pour la plupart au XVIIIe siècle. Tierceau, grand nom, excuse-moi Evelyne de te l'emprunter un moment. Donc vous savez peut-être que Tierceau, entre autres, a fait une grande enquête dans les Alpes françaises, hein, dont je serais heureux de voir apparaître là. Voilà. Donc Tierceau, c'est le monsieur à gauche avec la belle barbichette. Son bouquin célèbre. Et puis, j'ai pas résisté au plaisir de vous montrer une peinture de Boilly, ce peintre de genre de la Restauration, parce qu'il nous parle là, il nous montre là des Savoyardes. Eh bien donc, Julien Tierceau, dans son enquête, où il est assez elliptique sur ses informateurs, il mentionne quand même des personnalités fortes qu'il a rencontrées à Bonneville, notamment Fanny Roux, une vieille femme de 90 ans née en 1805, la veuve Gros, Marie Gantin, Josette Monet. À Servières, il a vu une pauvre vieille impotente, Madame Fort-Vincent, qui vivait dans une sombre maison de bois à demi enfouie dans la terre, je cite. À Mins, dans le Trièves, c'est Madame Guichard, la seule à savoir la mélodie de la vieille complainte du Maure sarrasin. Donc, il en dit pas plus, mais il tient quand même à signaler ça, ce qu'il ne fait pas nécessairement et même pas vraiment pour ses informateurs masculins. Après, on peut être encore plus précis, voire statistique. Félix Arnaudin, sur ses 340 informateurs, 71, 241, donc 71% sont des femmes. Millien, 616 informateurs, 334 sont des femmes, donc une légère majorité. Barbia et Touraine ont vu beaucoup moins de gens. Et d'ailleurs, je trouve un peu étonnant qu'on n'ait pas encore un peu plus creusé cette question des informateurs de Barbia-Touraine, puisqu'à chaque fois, il les mentionne. J'ai l'impression que les 26 femmes qu'il mentionne sont à l'origine d'une bonne partie des chansons reproduites dans leurs 5 recueils. Et puis, je pourrais également évoquer Maurice Duhamel, auquel Marthe Vassallo a consacré ce magnifique livre bleu. Maurice Duhamel, il a été littéralement vampé par 3 grandes chanteuses de tradition, Maryvonne Bouillonnec, Maryvonne Leflemme, Vraz la Grande et Marie-Sainte Toulouzan. La même observation, elle est possible pour les incunables de l'enregistrement de terrain. François Vallée, c'est lui, grâce à qui nous avons des enregistrements de Marguerite Fulup que vous voyez à gauche. Ferdinand Bruno, dont on a déjà rappelé donc les missions en Berry, en Corrèze, dans les Ardennes. Eh bien, sur les 26 personnes qu'il a vues en 1913 dans le Berry, 10 sont des femmes, donc c'est pas la majorité, mais c'est quand même une grosse minorité. Et parmi elles, vous le savez, il y avait Louise Biot, fille de Françoise ou Fanchon-Caillot, qui avait été domestique chez Georges Sand. De l'enquête corrézienne de Bruno, elles sont 13, dont 3 conteuses et une fillette de 9 ans. Même si ce qu'on peut regretter que Bruno ne nous ait pas livré les biographies de ces informatrices. C'est donc à partir des années 1930 et durablement qu'on a désormais, on va avoir beaucoup plus d'informateurs que d'informatrices. Alors la cause essentielle, à mon avis, ce n'est pas un soudain accès de misogynie, mais c'est la priorité accordée à l'organologie quand la pratique instrumentale était et est demeuré longtemps un quasi-monopole masculin. Et dans ce virage épistémologique,
le rôle paradoxalement moteur a été assuré par une femme. Cette femme, je vous l'ai déjà montré, c'est Claudie Marcel Dubois. Alors pourquoi a-t-elle joué, si j'ose dire, ce mauvais rôle? D'abord pour des raisons de stratégie disciplinaire. Dans un contexte de professionnalisation de la recherche, il lui fallait asseoir son autorité scientifique. Dans les années 30, c'était une très jeune femme, elle était née en 1913. Et pour s'imposer après des générations de folkloristes amateurs qui étaient très, très, très majoritairement des hommes, et qui surtout étaient tous des collecteurs quasi exclusivement de chansons et de contes, et pour éventuellement les disqualifier, il fallait dire, ils ont oublié la musique instrumentale, pourtant c'est extrêmement important. Et la seconde raison, donc au-delà du biais qu'elle avait trouvé pour s'imposer en s'opposant, il y avait aussi le fait qu'elle travaillait dans un contexte muséal, parce que Claudie Marcel Dubois, elle a dès le début travaillé dans des musées, le musée d'ethnographie du Trocadéro, puis le musée des arts et traditions populaires. Un musée, c'est des vitrines. Ces vitrines, il faut les remplir, et on les remplit plus facilement avec des objets qu'avec des enregistrements. Or, un instrument de musique, même si on ne l'entend pas, c'est un artefact exposable, éventuellement assez beau à voir, et ça permet de mettre à portée l'objectif d'amorcer puis d'enrichir une collection. C'est du gibier de vitrine. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que Claudie Marcel Dubois a négligé les ressources des chanteuses ou des conteuses, surtout lors de ses premières enquêtes qu'elle a menées avec des linguistes, éventuellement accessoirement ecclésiastiques, François Fallerin en Bretagne, Pierre Nothomb en Haute-Loire, et parce que ses premières missions avaient une partie dialectologique importante. Et c'est également dans ses premières missions qu'elle a rencontré Euphrasie Pichon. J'y reviendrai. Mais donc, si on prend en compte ces deux premières enquêtes que sont la mission Basse-Bretagne de 39 et la mission Haute-Loire de 46, il y a effectivement beaucoup de femmes parmi les informatrices. Et là, dans l'édition qui a été faite par Didier Père il y a quelques années de cette enquête Haute-Loire, il y a des notices qui reproduisent celles que Claudie Marcel Dubois et Maggie Pichonnet-Andral avaient dressées des informatrices rencontrées. Donc, le tournant majeur, c'est Claudie Marcel Dubois quand même qui le fait prendre. Et ce qui est intéressant, sinon glorieux à relever, c'est que cette priorité à l'instrumental et à la lutherie n'a pas été remise en cause, bien au contraire par les folkeux, en majorité des garçons, entreprenant de se construire des répertoires d'air, surtout à danser, propres à faire briller les instruments de musique dont ils entendaient relancer la pratique et la facture. Au même moment, c'est exactement la même chose qui se passe en musique ancienne et baroque. La dimension genrée, elle est aussi implacable que dans le folk. Donc, sur la longue durée, incontestablement, l'enquête ethnographique a tendu à reléguer les informatrices au second rang. Pour autant, leurs homologues masculins n'étaient pas forcément mieux considérés. Eux aussi, comme les dames, étaient des fournisseurs, entre guillemets, interchangeables. C'est donc l'approche qualitative qui va affirmer, et constamment, la puissance du charisme féminin. Ici, les informatrices s'imposent non comme des fournisseuses, mais comme des personnalités. Et ça me permet donc de parler de personnes remarquables. J'y reviens, j'y insiste. Cette évolution, ça n'est pas un changement de méthode, c'est en parallèle du premier, un tout autre mode de travail, donc de relation. Le folkloriste, plus tard l'ethnologue, statutaire ou freelance, fait un pas de côté et noue une relation au long cours avec un informateur, plus volontiers une informatrice, dont il a repéré le caractère exceptionnel dès les premiers contacts. Cette exceptionnalité, il l'a d'abord appréciée dans le registre du répertoire et dans les qualités interprétatives de la personne. Claudie Marcel Dubois et Maggie Pichonnet-Andral, qui ne cherchaient pas spécialement ce type d'expérience, n'ont pas pour autant été épargnés. Dans les Landes, à Sabre, début octobre 1966, elles sont stupéfaites par la chanteuse Marie Garbaille, dite Penaille, ou plutôt
par les 28 chants de rituel nuptial qu'elle a confiés presque d'une seule traite à leur micro. Marie, veux-tu bien apparaître? Voilà. Donc, vous la voyez d'abord sur le pas de sa porte et puis dans sa cuisine, près de la cheminée, avec le gros micro. La photo est intéressante comme, je dirais, comme confrontation d'un monde que nous avons perdu et du monde qui advient. Donc, Claudie et Maggie, quand elles tombent sur des informatrices de cette valeur, le relèvent, mais fidèles à leur manière d'agir, elles ne s'attardent pas et n'y reviennent pas davantage. Contrairement à d'autres enquêteurs, pour qui la personnalité de l'informateur, de l'informatrice, prend le dessus sur l'information musicale qu'elle déroule. Dès lors, une profonde relation se noue, souvent entretenue des années durant, jusqu'à ce que la mort sépare les deux protagonistes. Alors, je me retiendrai de parler d'amitié en raison de la puissance des freins socioculturels de l'époque, mais au minimum, une très forte connivence. Et du coup, les idylles scientifiques et musicales au féminin ne sont pas rares. Caractéristiques presque systématiques, elles mettent en exergue l'art essentiellement vocal d'une conteuse-chanteuse. Les instrumentistes sont rares et elles s'avèrent souvent, le plus souvent, des chanteuses s'accompagnant elles-mêmes avec un instrument qui n'est évidemment pas un aérophone. Alors ça commence très tôt avec Victor Smith et Nanette Lévesque. Et c'est une très belle histoire puisque donc Victor Smith, qui enquêtait dans le Forêt dans les années 1860-1870, qui était un correspondant de l'enquête Fortoul, voilà, a laissé une énorme collecte qu'il avait donc réalisée auprès de cette Nanette Lévesque, qui est restée dans les cartons pendant un siècle jusqu'à ce que Marie-Louise Tenaise, la grande dame du conte au Musée des Arts et Traditions Populaires, la remémore et la publie surtout. Et donc je trouve que c'est assez magnifique ce passage de relais à un siècle de distance. D'autant plus que, ah oui, ce que vous voyez à gauche, pardon, c'est le monument funéraire de Victor Smith dans je ne sais, je ne sais plus, je crois que c'est à Saint-Étienne, qu'est ce catafalque. Et donc ça, c'est la publication par Marie-Louise Tenaise à la fin du XXe siècle d'une collecte réalisée dans les années 1870. Et donc ce qui est très touchant, c'est que Marie-Louise Tenaise, en fait, s'est sans doute intéressée à Victor et à Nanette parce qu'elle-même avait vécu une aventure aussi forte quand elle a enquêté en Aubrac. Son enquête en Aubrac, dans le cadre de cette grande RCP, Recherche collective sur programme, ça a été son premier terrain. Elle travaillait depuis la fin des années 40 au musée sur le conte populaire français, donc c'est la grande prêtresse du catalogue national, catalogue général du conte populaire français, qu'elle a pris à la suite de Paul Delarue, mais elle n'avait en fait jamais été sur le terrain. Et en 64, quand Rivière lance la RCP Aubrac, il emmène tout le monde sur le terrain. Et c'est ainsi que Marie-Lise Tenaise, introduite d'ailleurs par Jean-Michel Guilcher, rencontre des conteuses. Et parmi elles, il rencontre Maria Girbal. Alors Maria Girbal, je vous montre là. Oui, effectivement, il y a un effet retard. J'insiste. Voilà, Maria Girbal. Là, à gauche, c'est évidemment Marie-Louise Tenaise. Donc Maria Girbal, Claudie Marcel Dubois et Maggie Pichonnet-Andral l'ont aussi rencontré et même photographié, mais pratiquement pas enregistré. En revanche, Marie-Louise l'a enregistré surabondamment et elle l'a fait photographier par Jean-Dominique Lajoux. Et là, vous voyez 3 photos d'elle en train de compter. Donc, il y a ce souci d'une documentation gestuelle aussi de l'art du conte. Et puis, je reste dans le sillage de Marie-Louise, de Victor et de Nanette. Le territoire de la Haute-Loire a connu un remake dans la seconde moitié du XXe siècle avec Jean Dumas et Virginie Grenouillet. Alors, Jean Dumas, c'est à mon sens un ovni dans le paysage de la collecte ethnographique parce qu'il n'était attaché à aucune institution. Ce n'était pas un folkloriste.
C'était pas un ethnologue ou un ethnomusicologue du musée des ATP. Pourtant, c'était un lettré, un agrégé d'italien. Et donc, lui, il a eu la révélation auprès de cette dentelière du Puy, qui était Virginie Grenouillet, et qu'il a très soigneusement enregistré. Je continue dans l'évocation de rencontres puissantes. Toujours dans le Massif central, pas bien loin de l'Aubrac, à nouveau en zone de confins Cantal, Aveyron, mais au temps du folk. Voici, vous l'attendiez sans doute, Louise Recher, dont Catherine Perrier. Je suis heureux de mentionner l'action formidable de Catherine et le travail extraordinaire qu'elle a fait dans énormément de domaines, mais effectivement, Louise Recher, c'est elle qui a contribué à asseoir sa réputation. Là, vous le voyez sur une scène avec John, John Wright, évidemment, entre elles deux. Et une autre photo prise à Philadelphie lors de la tournée de 1976. Et voilà, on voit donc Catherine debout et devant elle, Louise, et à la gauche de Catherine, Léa Saint-Pé, alors qui fait la tronche, mais ça n'empêchait pas, vous le savez pour beaucoup d'entre vous, j'imagine, de savoir que c'était une chanteuse et accordéoniste d'exception qui a fasciné le jeune Marc Perron. Mais il y a d'autres exemples de relais, puisque donc Maria Girbal, je vous l'ai dit, c'était d'abord un gibier, si j'ose dire, du Musée des Arts et Traditions Populaires. Eh bien, ce n'a pas été le cas de Léa. En revanche, il y a d'autres personnalités qui ont d'abord intéressé les ethnomusicologues du Musée des Arts et Traditions Populaires, puis des folkeux. Ça se passe dans les Vosges, avec des épinettistes chanteuses, notamment donc Laure Marchal et Lucie Marchal, pardon, et Laure Gravier, qui ont été toutes les deux enquêtées par Claudie Marcel Dubois et Maggie Pichonnet-Andral en 1957, une grande année, n'est-ce pas, Maxou, et par Jean-François Dutertre, dont je suis heureux de remémorer le souvenir. On se remet toujours pas de sa disparition voici quelques années. Donc Jean-François Dutertre qui a enregistré à nouveau Laure Gravier en 1900 et Lucie Marchal en 1972. Donc ces passages de relais, mais avec un angle d'attaque extrêmement différent, me semble tout à fait intéressant. Et puis, on peut également mentionner, dernier relais, alors là sur un laps de temps beaucoup plus resserré, ce qui s'est passé dans le pays cadien, où Roger Mason, découvreur d'Alma Barthélemy, une indienne au passage, une indienne des Bayous, donc a en quelque sorte préparé Alma à recevoir la visite de Claudie Marcel Dubois, laquelle l'a surabondamment enregistrée, mais n'est jamais retournée la voir, à la différence de Roger qui lui a rendu visite jusqu'à quelques mois avant la mort d'Alma et qui la mentionne régulièrement, enfin surabondamment dans le recueil qu'il a publié voici 3 ou 4 ans. L'autre apport du mouvement folk ou du mouvement trad, me semble-t-il, c'est la valorisation des collègues par des publications monographiques, souvent sous forme de livres-disques. C'est spécialement vrai en Bretagne galaise, où les actions de diffusion-valorisation ont honoré majoritairement des porteuses de tradition. C'est bien sûr le rôle assumé comme opérateur par Dastum, mais je voudrais surtout attirer votre attention sur l'action conjuguée ou plutôt successive de 4 garçons, Robert Boutillier, Pierre Guillard, Charles Quimbert et Vincent Morel, qui ont, par leurs enregistrements, nourri les publications qui ont permis cette belle collection, grands interprètes de Bretagne, mais qui sont très souvent des grandes interprètes, parmi lesquels donc Clémentine Join, dont j'étais heureux de revoir une très belle photo dans le hall, et puis Valentine Veillet, Eugénie Duval que j'avais déjà mentionné, et la grande Jeannette Maquignon, là le jour où elle remporte la Bogue à Redon en 1985. Alors je vais passer assez vite parce que je vois que le temps file sur l'effacement de la barrière entre enquêteurs et informatrices avec de nouvelles pratiques de transmission parce qu'au fond,
l'intervention de Solange était totalement axée sur ce sujet. Elle en a parlé mieux, je ne saurais jamais le faire. Donc, je pense, bon, je vous rappelle bien sûr la fête du chant à Beauvais et surtout peut-être le café chez Léon, qu'on devrait voir apparaître avec la diapo suivante. Voilà, donc Léon, c'est la dame qui se cache près de la porte derrière son comptoir, mais pendant les années où son café qu'elle tenait avec Petit Louis à Beauvais a fonctionné, c'était un grand lieu effectivement de pratique et de transmission. Et oui, un peu dans le même registre, mais donc il y a bien sûr les randonnées chantées, mais c'est beaucoup moins, comment dire, équilibré sur le plan du genre, et on peut en dire autant des canteras bigourdanes ou béarnaises, ou quand même qui portent le béret, portent également plutôt la moustache que des bijoux. Et donc, je vais en venir, et je terminerai avec elle, à tous ces seigneurs ou à toute grande dame, tout honneur, la Frésie et son monde. Parce que c'est un cas d'école, à certains égards parfait. Hein, donc, c'est chimiquement pur, comme on dit en sciences dures. Le long détour que je vous ai infligé, en chevauchant les époques et les contrées, a permis de camper le décor avec les perspectives dans lesquelles s'inscrit ce qui s'est joué dans la vallée de la Creuse entre 1942 et 1954 autour de Phrasie-Pichon et avec elle, mais non à ses dépens, bien au contraire. Puis, beaucoup plus récemment, avec le rebond inattendu mais plus que pertinent, engagé par Solange, Élodie et Margot. À savoir, me semble-t-il, la naissance d'une icône, statut auquel n'a accédé aucune des figures féminines du chant de tradition orale croisées depuis le début de mon intervention. Alors ça se fait en 3 temps. La Frésie, avant le musée des arts et traditions populaires, ce que j'appelle le septennat ethnographique entre 1942 et 1948, et la résurgence depuis 2010. Il n'y a pas grand-chose à dire du premier temps, sinon la naissance sous le Second Empire. Elle était en 1863, la Frésie. Sa vie dans un espace resserré, la quasi-misère, mais aussi la construction d'une réputation cantonale de conteuse-chanteuse d'exception. Le temps 2 s'amorce dans le contexte du Front populaire, avec l'intercession, comme dans les contes, d'une marraine et d'un parrain. La marraine, c'est Suzanne Pinault, et le parrain, c'est Georges-Henri Rivière. Alors, Suzanne Pinault, c'était une résidente de Barès, ou plus exactement, durant ses vacances, elle venait à Barès, mais c'était une Parisienne très lancée dans les milieux de la mode et des arts déco, et elle enseignait le tricot et la dentelle à l'école du Perret, qui est une école d'enseignement technique de la ville de Paris. Elle commence à travailler avec Rivière dans les années 30, en particulier dans la perspective de la grande exposition internationale qui doit avoir lieu en 1937. Et le courant passe assez bien entre les deux hommes, entre le parrain et la marraine, tant et si bien que au début de la guerre, euh, Suzanne Pinault dit à Georges-Henri: Ah, vous devriez venir rencontrer une chanteuse extraordinaire qui habite dans mon village et qui s'appelle Euphrasie Pichon. Malgré les circonstances un peu difficiles de la guerre, notamment sur le terrain des déplacements, Rivière mord à l'hameçon et vient passer Noël 42 à Montcocu, donc le hameau où vivent à la fois la Frésie et donc de temps en temps dans une belle propriété qui s'appelle la Roseraie, donc Suzanne Pinault. Et évidemment, Rivière est subjugué, tant et si bien que il décide de missionner. Donc on est, je vous le rappelle, sous le régime de la mission, donc de missionner à Montcocu, deux jeunes femmes,
qui sont pour lui des recrues de fraîche date. Alors une, ça fait un petit moment qu'il travaille avec elle, parce que Claudie Marcel Dubois, elle est dans le décor depuis 1934, mais en 1934, elle n'avait que 21 ans, donc en 42-43, elle en a même pas 10 de plus. Et l'autre, plus jeune fille, c'est Ariane de Félis, qui, elle, sort de la haute société protestante. Son papa est pasteur, mais aussi ethnologue, c'est un élève de Marcel Mauss. Et elle s'est initiée au terrain dans le Poitou protestant, dans la région de Montsirègne, où elle s'est révélée une enquêtrice remarquable, mettant en confiance les informateurs et les informatrices, recueillant des versions extraordinaires de contes et de chansons. Elle est la première à se rendre à Montcocu et à rencontrer Euphrasie Pichon. Comme Claudie Marcel Dubois ne lui a pas donné, ne lui a pas confié des appareils d'enregistrement, elle prend des notes, elle en prend beaucoup, elle prend des notes musicales et des notes à la volée pour les contes. Un mois plus tard, en décembre 43, Claudie Marcel Dubois lui succède, va y avoir d'autres terrains. En 45, c'est Ariane. En 46, c'est Claudie avec Maggie. Et en fait, là, c'est la seule fois où Claudie et Maggie ont fait une exception à leur mode opératoire. Elles reviennent tous les ans. En fait, tous les étés de 46 à 49, elles passent en vacances à Montcocu, chez Suzanne Pinault, et elles revoient donc surabondamment la Frésie, laquelle meurt au début de l'hiver 1950. Elles viennent à ses obsèques, pas Ariane. Ariane elle est trop absorbée par d'autres tâches. Et, et en 1954, au retour d'une autre enquête et d'un grand circuit de la Bourgogne, la Provence et le Toulousain, donc ça c'est la roseraie, euh, oui, donc ça c'est le mémoire que qu'Ariane de Félis a consacré à l'art de conter, de chanter de Phrasie Pichon, qui date de 58, mais qu'elle avait probablement rédigé avant. Et donc ça c'est des photos prises par, alors on ne sait pas très bien qui, peut-être par Suzanne Pinault, en tout cas c'est dans le jardin de la Roseraie. Donc la première photo, vous avez de dos Claudie Marcel Dubois, et puis ce que j'aime beaucoup, c'est le petit sourire et la franche hilarité qui saisit la Frésie dans la seconde. Elle n'a pas trop l'air de prendre ces dames au sérieux. Donc, en revanche, les photos suivantes montrent un petit peu l'insertion de ces deux dames de Paris dans le petit milieu de Montcocu. Euh, donc, moi, j'aime bien, enfin, je les aime toutes les trois. Ces photos, je trouve elles sont très étonnantes dans celles qu'on connaît à propos donc des deux enquêtrices. Et je voudrais donc en venir à la quatrième, alors, Frézy devant sa masure, en photo et en peinture. Et puis voilà. Ces photos datent de 1954. Ce sont ces photos dont je vous ai dit qu'elles avaient été prises en janvier, au retour donc d'une longue mission dans l'hiver terrible de 1954. C'est l'hiver de l'appel de l'abbé Pierre. Et avec un photographe remarquable qui s'appelait Pierre Soulier. Elles font étape à Montcocu sur la route du retour à Paris. Elles étaient parties de Limoges. Et il y a une demi-douzaine de clichés qui montrent notamment l'intérieur de la maison de la Frésie, qui a été reprise, mais le décor n'a manifestement pas beaucoup changé et qui donne une idée des conditions de vie, de la modestie, pour pas dire la pauvreté. Donc, voilà où on en est en 54. Et puis vient le troisième temps, après un long moment de latence, cette relance retentissante grâce au trio Euphrasie, donc les prémices d'une nouvelle enquête finalement à la fin des années 2000, au début des années 2010, la préparation du spectacle, sa création, j'y étais et je m'en rappelle, c'était vraiment un très très grand moment où son continu de 2018 et puis les rencontres Euphrasie l'année dernière et cette année. Donc moi tout ce que je peux souhaiter, c'est que bah, il y en ait à nouveau et pendant très longtemps. Et voilà, j'ai enfin terminé. J'espère ne pas vous avoir trop fait dormir. Vous pouvez vous réveiller. En tout cas, c'est fini. Et surtout, voilà. Merci de votre attention. Je me soumets à vos questions s'il y en a.
Alors, est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? François, tu as évoqué un domaine sur lequel je me dois d'intervenir, c'est un biais statistique. À quoi ça sert de compter les informateurs si on ne pondère pas ça par leur nombre de chansons apportées? Et oui, parce que ça surreprésenterait encore plus les femmes, C'est bien je possible. pense. C'est bien Voilà. possible. Ouais. Et deuxième point qui m'a été suggéré par un cornemuseux docteur en philosophie, nous n'étions pas là lors de la collecte. Quid de la dame qui, avant de chanter devant Millien, lui dit « ça, c'est les chansons que chantait mon grand-père » et du monsieur qui dit « ça, c'est les chansons de ma mère ». Est-ce qu'il y a des renseignements sur des répertoires exclusivement féminins, des répertoires exclusivement masculins et d'éventuels glissements de l'un à l'autre? Bon. Alors d'abord, pour ta première remarque, je reconnais le prof. Prof un jour, prof toujours. Merci Maxou. Quant à ta seconde question, je dois dire, je suis pas certain que les ressources documentaires dont on dispose permettent malheureusement d'éclaircir la chose. Alors, ce qui est bon, j'ai beaucoup insisté sur le renversement de tendance qui se produit donc dans l'entre-deux-guerres. Ce qui est certain, c'est que ce qui me semble un primat féminin au 19e a été en quelque sorte théorisé par un grand philologue, même je dirais le patron de la philologie française au 19e siècle, professeur au Collège de France, et chartiste bien sûr, qui était Gaston Paris. Et Gaston Paris dit en gros, les femmes c'est plus facile, elles témoignent plus volontiers. Elles sont, alors il le dit pas comme ça, mais enfin c'est ça, ça signifie ça, c'est un gibier d'enquête plus facile à manier ou à chasser. Je ne sais pas comment dire. C'est peut-être aussi, et d'ailleurs c'est amusant, enfin c'est amusant. Euh, cette phrase de Paris qui a peut-être un petit peu enquêté, elle est intéressante aussi parce que elle vient en antithèse de ce que Van Gennep lui a dit au début du XXe siècle. Van Gennep, au début, il voulait enquêter en Algérie et il a renoncé parce qu'en Algérie, il ne pouvait pas accéder aux femmes. Et ce que je comprends, c'est que les enquêteurs du 19e, dans les campagnes françaises, ne rencontraient pas cette difficulté. Alors peut-être parce que c'était monsieur le curé qui les introduisait. C'est absolument pas impossible. Je pense que le biais clérical a certainement beaucoup joué. Et d'ailleurs, les premières enquêtes de Claudie Marcel Dubois et Maggie Pichenet-Andral, je constate que là aussi, elle travaille avec un ecclésiastique. François Fallerin en Basse-Bretagne, Pierre Nothomb en Haute-Loire. Et, et, et c'est sans doute parce que dans une population féminine encore beaucoup sous la coupe, au moins officiellement, du clergé, c'était un bon moyen de trouver des personnes qui acceptaient de témoigner. Alors c'est pas partout le cas. Je pense que dans le Berry, qui m'a l'air assez déchristianisé, il n'y a pas de curé qui montre le coin de sa soutane. Et j'ajoute que le répertoire, aussi bien de chansons que de contes de la Frésie, est assez souvent salace. Et cette salacité, elle met en scène très souvent des ecclésiastiques. Donc, on peut penser que la révérence devant le clergé n'était pas systématique dans la France, quand même déjà en voie de déchristianisation du 19e siècle. Mais toutes les situations ne se valent pas, et il y a certainement des territoires plus ou moins enclavés, comme l'était la Basse-Bretagne ou comme l'était la Haute-Loire, où ça pouvait aider. Et donc ça expliquerait donc le fait qu'il y ait énormément d'informatrices féminines. Après, sur la constitution de leur répertoire, je repense à la Frésie. La Frésie dit que c'est pas sa mère qui lui a enseigné les chansons, c'est son père, que son père en connaissait énormément et qu'elle les a retenues. Donc on est effectivement dans un cas où, semble-t-il, la souche du répertoire serait plutôt masculine, mais
Très probablement, elle se l'est approprié, elle l'a infléchi, elle en a fait le sien. Et peut-être il y a des traces de la mémoire qu'a laissé son père, mais c'est clair que elle a beaucoup plus marqué. Et je crois qu'on peut en dire autant et de Virginie Grenouillet et de Nanette Lévesque. En tout cas, dans ce que nous racontent Victor Smith et Marie-Louise Tonez à propos de Nanette, il n'est pas question du papa, hein, ni du curé. Et François? Oui, Bonjour. oui, bonjour Margot. Merci François. Je t'en prie. Et alors vous pouvez déjà noter les dates des 3e rencontres Phrasi, les 17, 18 et 19 avril prochains à Barèze. Et merci d'avoir parlé de tout ça. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et qui m'a fait en fait me passionner, entre autres, pour ces répertoires et ces histoires. Parce qu'en fait, c'est vraiment une histoire de femme, celle-ci, pour le coup. Même si, en fait, il y a eu quand même vachement de masculinité dans l'histoire, puisque Claudie Marcel Dubois et Maggie Bichonnet-Andral, elles étaient dans un monde d'hommes et que du coup, elles avaient des choses à prouver. Et bon, voilà, c'est l'histoire, hein, elles ont enfermé les collègues, tout ça, ça s'est détérioré. Moi, je trouve hyper important de remercier Ariane de Félix, parce que elle, pour le coup, elle a sensiblement fait son travail. Et grâce à elle, on a quand même beaucoup d'éléments sur cette femme, sur Euphrasie. Et, et est-ce que tu en sais plus, du coup, sur Ariane de Félix et sur ce qu'elle est devenue après? Parce qu'il me semble qu'elle a eu des soucis psychologiques et on s'était dit une fois que peut-être c'était parce qu'elle était dans ces institutions masculines et qu'elle avait été écrasée. Enfin, je me souviens qu'on avait un jour un peu évoqué cette idée possible. Je sais pas. Alors, je suis pas entièrement d'accord sur ce que tu dis à propos des ATP. Oui, et en fait, c'est pour ça qu'on l'a écrit en ouais, tout petit dans le disque. le musée des ATP, il y avait effectivement un mâle dominant qui était Georges-Henri Rivière, avec ses adjoints successifs qui étaient André Varagnac puis Marcel Maget. Mais en fait, euh, toute l'équipe du MNATP, en dehors de ces deux-là, et de Pierre Soulier, qui était photographe, donc technicien, hein, c'est pas un poste d'encadrement, c'était des femmes. Et, et toutes, enfin, la grande spécialiste du costume qui était Louise Alphen, l'assistante ô combien importante de Rivière qui était Michel Richet, donc Marie-Louise Tonez, la spécialiste du conte. Voilà, donc c'était très 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 féminisé les ATP dès le début et jusqu'au bout. D'ailleurs, les derniers patrons du musée étaient après Jean Cuisinier, étaient des femmes. Donc je crois que c'est quand même un petit peu plus complexe que ça. Maintenant, c'est plutôt dans le petit monde de l'ethnomusicologie, qui lui était très masculin, que Claudie Marcel Dubois a dû s'imposer et elle avait, je dirais, tous les codes comportementaux nécessaires pour y parvenir. Parce qu'effectivement, l'ethnomusicologie au musée de l'Homme, enfin au musée d'ethnographie du Trocadéro, puis au musée de l'Homme, c'était quasiment que des mecs. Schaeffner que j'ai cité, mais évidemment son successeur qui a été très longtemps en poste, Bernard Lorta-Jacob qui a commencé petite main de Claudie Marcel Dubois aux ATP et qui s'étant fait virer pour avoir voulu faire la révolution aux ATP en 68, s'est récupéré au musée de l'Homme et ils ont surtout recruté des garçons quand même. Hein, donc, et d'ailleurs, si on regarde aujourd'hui l'équipe du Centre de recherche en ethnomusicologie de Nanterre, qui est un peu la poursuite du laboratoire d'ethnomusicologie du musée de l'Homme. Là aussi, la domination masculine est forte. Mais tu vois, aux ATP, c'était pas tout à fait le cas. Alors Ariane, c'est pas le musée qui l'a cassé, c'est la Sorbonne. Ariane prépare dans les années 50 une thèse sur l'art du conte. Alors au passage, elle avait été recrutée en 41 par Rivière
pour s'occuper avec une autre jeune femme, pour s'occuper de dresser ce catalogue général du conte populaire français. Et puis, effectivement, ses premières collègues, c'est sur le conte, aussi bien en Poitou qu'en Bretagne, galaise, et donc bien sûr à Barèze. Mais à la Libération, ou plutôt un peu après, mais enfin ça change pas grand-chose, Rivière change de casaque et décide de confier le chantier à Paul Delarue. Alors, il connaissait Paul Delarue avant la guerre, ils étaient relativement liés. Paul Delarue était déjà une autorité en la matière, mais c'est vrai que je pense que pour Ariane de Félis, ça n'a pas dû être très très agréable de se voir déposséder de ce dossier. Maintenant, est-ce que tout de suite, parallèlement à la mise un peu sur la touche d'Ariane de Félis sur le dossier du comte, Rivière recrute Marie-Louise Tenaise. Et la figure scientifique dominante sur le terrain du conte, c'est elle. Alors, un peu parce que Paul Delarue est mort prématurément dans les années 50, mais aussi beaucoup parce que Marie-Louise a déployé très tôt une autorité scientifique remarquable. Et d'ailleurs, à sa suite, il y a Josiane Bru, puis aujourd'hui Bénédicte Bonnemaison. Donc, il y a une filière féminine pour l'étude de la littérature narrative orale qui est incontestable. Maintenant, je reviens à Ariane. Donc, au début des années 50, elle prépare une thèse en lettres sur le conte qu'elle soutient, si je ne me trompe pas, en 57. Et la soutenance est un massacre. On le sait parce que à l'époque, quand il y avait des soutenances en sciences humaines, le Monde leur consacrait un article. Et en l'occurrence, c'est Jacqueline Piatier, la future directrice du Monde des livres, qui signe ce compte-rendu. Et on a l'impression, effectivement, que à peu près tous les examinateurs lui sont tombés sur le rable, sauf le seul ethnologue de la bande, qui était André Leroy-Gourand. Et il semble, mais c'est vraiment des hypothèses, j'ai aucune preuve clinique, que elle ne se soit jamais remise du choc qu'a représenté cette soutenance. Et effectivement, alors elle dérive pas tout de suite. Dans les années 60, elle intervient régulièrement dans des colloques internationaux. Elle garde quand même, je dirais, une surface scientifique importante, mais on voit bien aussi que petit à petit, elle perd pied et effectivement, elle s'enfonce dans une pathologie psy dont elle sortira jamais. Elle a vécu jusqu'en 2004 quand même, donc elle a dépassé les 80 ans. Elle était née en 2022, donc 2020 pardon. Donc elle est morte à 84 ans. Alors très soutenue par une famille apparemment très aimante, mais intellectuellement complètement détruite, quoi. Donc c'est effectivement une trajectoire très triste. Et effectivement, je pense que ces messieurs, que des messieurs bien sûr du jury de 57, ont leur part de responsabilité dans ce qui semble avoir été un ébranlement profond. Merci. Je me disais, je pourrais te faire cette réflexion peut-être pendant le repas, pas prendre beaucoup de temps, mais il y a une question que je me pose et depuis longtemps. Il y a dans la fin des années 70, j'ai vécu un collectage en compagnie de Jean-Marc Jacquier auprès d'Eudoxie Blanc, dont il te manque une photo là dans ta série. Donc tu m'en demanderas et je t'en enverrai. Parce que là vraiment. Mais c'est une lacune, je suis d'accord. Et j'ai constaté que c'était la première fois que j'ai rencontré Eudoxie Blanc, que le fait qu'il y ait une femme qui collecte une femme, c'est différent que si c'est un homme qui collecte une femme. En tout cas, je l'ai vécu avec Eudoxie Blanc. Donc, je me posais la question par rapport à la phrasie. Je me disais que Maggie Pichonnet-Andral et Claudie Marcel Dubois, est-ce que quelque part, ça n'a pas eu une influence importante sur la qualité de la collecte et en tout cas son contenu? Voilà. Alors, je pense que c'est à Ariane de Félis qu'il faut d'abord. Je pense que c'est Ariane, si tu veux, qui a
Bon, manifestement, le tempérament, le caractère de Frézy, c'est pas quelqu'un qui gardait les choses pour elle. Donc, je pense qu'il en fallait pas beaucoup. Mais qu'elle ait commencé avec Ariane, enfin, qu'Ariane ait été la première à l'enquêter, ça a certainement joué et de façon extrêmement positive. Ça, j'en suis convaincu. Et en quelque sorte, elle a, alors je parlais de pacte ethnographique et je pense que ce pacte a été magnifiquement noué par Ariane et qu'après, c'était facile, relativement facile pour Claudie et Maggie de s'inscrire dans cette filière qui ne leur était pas familière. Donc les marques avaient été faites pour elles, elles ont mis leurs pieds dedans et elles ont fait leur chemin. Voilà. Non, juste, c'est important pour moi, parce que j'ai l'intention de faire un travail là-dessus. Ça m'intéresse vraiment beaucoup, parce que si j'étais pas intervenue, si j'avais pas été, alors très débutante, hein, vraiment une folkeuse au tout début de ces histoires, si j'avais pas été là avec Doxy Blanc, j'aurais pas eu le répertoire des infanticides, des crimes. C'est peut-être pour ça que depuis, je suis intéressée par le sujet particulièrement. Oui, mais si tu regardes, alors c'est peut-être le microclimat de Haute-Loire qui veut ça, mais il me semble que Victor Smith au XIXe siècle et Jean Dumas au XXe, auprès l'un de Nanette Lévesque et l'autre de Virginie Grenouillet, ont su nouer une relation extrêmement confiante et qui a débouché sur des recueils extraordinaires aussi, tu vois. Donc, mhm. Pied et qui de la honte de Detsy, lui de lait, ce sont ils correspondaient. Mais c'est pas ce monsieur Adébis. Ouais, mais tu vois, donc Ariane et Claudie, jeunes filles de très bonne famille, un peu coincées, filles de pasteurs en ce qui concerne Ariane. Je ne sais pas comment, enfin la mine qu'elle faisait quand Frasie a commencé à leur raconter ces histoires salaces, tu vois. Donc ça les a pas, elles ont pas arrêté. Enfin, Claudie a pas arrêté d'enregistrer, hein, donc il y a pas de problème. Il n'y a pas de censure en tout cas, hein, mais c'était quand même assez loin de son univers mental, on va dire, et social surtout. Donc et pourtant elles ont fait le taf. Donc bon, je pense que faut peut-être pas trop majorer ce critère genré. Je pense que l'environnement socioculturel, c'est au moins aussi important, surtout à la génération Ariane, Claudie, Maggie, c'est-à-dire quand même pas du tout ce qu'on connaît aujourd'hui et même ce qu'on a connu nous après 68, tu vois. Donc, Merci. Pardon. Merci beaucoup, François Gano.